Chapitre 9. Il y avait plusieurs éléments baroques, certains horribles, dans le tableau que j'avais sous les yeux, mais mon attention fut d'abord retenue tout entière par un personnage, immobile à 30 pas de moi, qui regardait dans ma direction. Je faillis pousser un cri de surprise. Oui, malgré ma terreur, malgré le tragique de ma propre position, la stupéfaction étouffa tout autre sentiment quand je vis cette créature à l'affût, guettant le passage du gibier. Car cet être était un singe, un gorille de belle taille. J'avais beau me répéter que je devenais fou, je ne pouvais nourrir le moindre doute sur son espèce. Mais la rencontre d'un gorille sur la planète Sauror ne constituait pas l'extravagance essentielle de l'événement. Celle-ci tenait pour moi à ce que ce singe était correctement habillé, comme un homme de chez nous, et surtout à l'aisance avec laquelle il portait ses vêtements. Ce naturel m'impressionna tout d'abord. À peine eus-je aperçu l'animal qu'il me parut évident qu'il n'était pas du tout déguisé. L'état dans lequel je le voyais était normal, aussi normal pour lui que la nudité pour Nova et ses compagnons. Il était habillé comme vous et moi, je veux dire comme nous serions habillés si nous participions à une de ces battues, organisées chez nous pour les ambassadeurs ou autres personnages importants, dans nos grandes classes officielles. Son veston de couleur brune semblait sortir de chez le meilleur tailleur parisien et laissait voir une chemise à gros carreaux, comme en portent nos sportifs. La culotte, légèrement bouffante au-dessus des mollets, se prolongeait par une paire de guêtres. Là s'arrêtait la ressemblance. Au lieu de souliers, il portait de gros gants noirs. C'était un gorille, vous dis-je. Du col de la chemise sortait la hideuse tête terminée en pain de sucre, couverte de poils noirs, au nez aplati et aux mâchoires saillantes. Il était là, debout, un peu penché en avant, dans la posture du chasseur à l'affût, serrant un fusil dans ses longues mains. Il se tenait en face de moi, de l'autre côté d'une large trouée pratiquée dans la forêt perpendiculairement à la direction de la battue. Soudain, il tressaillit. Il avait perçu comme moi un léger bruit dans les buissons, un peu sur ma droite. Il tourna la tête en même temps qu'il relevait son arme, prêt à épauler. De mon perchoir, j'aperçus le sillage laissé dans la broussaille par un des fuyards, qui courait en aveugle droit devant lui. Je faillis crier pour l'alerter, tant l'intention du singe était évidente. Mais je n'en eus ni le temps ni la force. Déjà, l'homme déboulait comme un chevreuil sur le terrain découvert. Le coup de feu retentit alors qu'il atteignait le milieu du champ de tir. Il fit un saut, s'effondra et resta immobile après quelques convulsions. Mais je n'observai l'agonie de la victime qu'un peu plus tard, mon attention ayant été encore retenue par le gorille. J'avais suivi l'altération de sa physionomie depuis qu'il était alerté par le bruit, et enregistré un certain nombre de nuances surprenantes. D'abord, la cruauté du chasseur qui guette sa proie, et le plaisir fiévreux que lui procure cet exercice, mais par-dessus tout le caractère humain de son expression. C'était bien là le motif essentiel de mon étonnement. Dans la prunelle de cet animal brillait l'étincelle spirituelle que j'avais vainement cherchée chez les hommes de Sonore. La hantise de ma propre proposition étouffa bientôt ma stupeur première. La détonation me fit porter de nouveau le regard vers la victime, et je fus le témoin terrifié de ces derniers soubresauts. Je m'aperçus alors avec épouvante que l'allée qui coupait la forêt était parsemée de corps humains. Il ne m'était plus possible de m'illusionner sur le sens de cette scène. J'apercevais un autre gorille semblable au premier à 100 pas de là. J'assistais à une battue fantastique où les chasseurs, postés à intervalles réguliers, étaient des singes et où le gibier traqué était constitué par des hommes, des femmes comme moi, des hommes et des femmes dont les cadavres nus, troués, tordus, en des postures ridicules, ensanglantaient le sol. Je détournai les yeux de cette horreur insoutenable. Je préférais encore la vue du singe grotesque qui me barrait la route. Il avait fait un pas de côté, démasquant un autre singe qui se tenait derrière lui comme un serviteur auprès de son maître. C'était un chimpanzé de petite taille, un jeune chimpanzé, je le jure, vêtu avec moins de recherche que le gorille, d'un pantalon et d'une chemise qui jouait prestement son rôle dans l'organisation méticuleuse que je commençais à découvrir. Le chasseur venait de lui tendre son fusil, le chimpanzé lui en passa un autre qu'il tenait à la main. Puis, avec des gestes précis, utilisant des cartouches qu'il portait autour de la taille et que les rayons de bételgeuse faisaient étinceler,
Le petit singe rechargea l'arme, ensuite chacun reprit son poste. Toutes ces impressions m'avaient affecté en quelques instants. J'aurais voulu réfléchir, analyser ces découvertes. Je n'en avais pas le temps. À mon côté, Arthur Levin, glacé de terreur, était incapable de m'apporter un secours quelconque. Le péril croissait à chaque seconde. Les rabatteurs approchaient derrière nous. Leur tapage devenait étourdissant. Nous étions forcés comme des bêtes sauvages, comme ces malheureuses créatures que je voyais encore passer autour de nous. La population de la cité devait être encore plus importante que je ne l'avais soupçonné, car beaucoup d'hommes déboulaient encore sur la piste pour y trouver une mort affreuse. Pas tous, cependant. M'efforçant de recouvrer un peu de sang-froid, j'observais, du haut de ma butte, le comportement des fuyards. Certains, complètement affolés, se précipitaient en écrasant les buissons à grand bruit, donnant ainsi l'alerte aux singes qui les abattaient à coup sûr. Mais d'autres faisaient preuve de plus de discernement, comme de vieux sangliers, plusieurs fois traqués, qui ont appris de nombreuses ruses. Ceux-là s'approchaient en tapinois, marquaient un temps d'arrêt à la lisière, observaient à travers les feuilles le chasseur le plus proche et attendaient l'instant où son attention était attirée d'un autre côté. Alors d'un bond, à toute vitesse, et ils traversaient l'allée meurtrière. Plusieurs réussirent ainsi à gagner indemne le taillis d'en face dans lequel ils disparaissaient. Il y avait peut-être là une chance de salut. Je fis signe à Levin de m'imiter et me coulai sans bruit jusqu'au dernier fourré avant la piste. Là, je fus envahi par un scrupule saugrenu. Moi, un homme, devrais-je vraiment recourir à de telles ruses pour berner un singe? La seule conduite digne de ma condition n'était-elle pas de me lever, de marcher vers l'animal et de le corriger à coups de bâton? Le tintamarre grossissant derrière moi réduisit à néant cette folle velléité. La chasse se terminait dans un vacarme infernal. Les rabatteurs étaient sur nos talons. J'entrevis l'un d'eux émergeant du feuillage. C'était un énorme gorille qui tapait au hasard avec un gourdin en hurlant de toute la force de ses poumons. Il me fit une impression encore plus terrible que le chasseur au fusil. Levin se mit à claquer des dents et à trembler de tous ses membres tandis que je regardais de nouveau devant moi, attendant un instant propice. Mon malheureux compagnon me sauva inconsciemment la vie par son imprudence. Il avait complètement perdu la raison. Il se leva sans précaution, se mit à courir au hasard et déboucha dans l'allée en plein dans la ligne de tir du chasseur. Il n'alla pas loin. Le coup de feu parut le casser en deux, et il s'écroula, ajoutant son cadavre à tous ceux qui jonchaient déjà le sol. Je ne perdis pas de temps à le pleurer. Je guettais fiévreusement le moment où le gorille allait tendre le fusil à son serviteur. Dès qu'il fit ce geste, je bondis à mon tour et traversai l'allée. Je le vis comme dans un rêve se hâter, se saisir l'arme, mais j'étais déjà à couvert quand il épaula. J'entendis une exclamation qui ressemblait à un juron, mais je ne perdis pas de temps à méditer sur cette nouvelle bizarrerie. Je l'avais jouée, je ressentis une joie singulière qui fut un baume pour mon humiliation. Je continuai à courir de toutes mes forces, m'éloignant le plus vite possible du carnage. Je n'entendais plus les cris des rabatteurs, j'étais sauvé. Sauvé! Je sous-estimais la malignité des singes sur la planète Saurore. Je n'avais pas parcouru 100 mètres que je butais, tête baissée, dans un obstacle dissimulé sous le feuillage. C'était un filet à large maille, tendu au-dessus du sol et muni de grandes poches, dans l'une desquelles je m'enfonçais profondément. Je n'étais pas le seul prisonnier. Le filet barrait une large section de la forêt et une foule de fugitifs qui avaient échappé au fusil s'y étaient laissés prendre comme moi. À ma droite et à ma gauche, des soubresauts accompagnés de piaulements furieux témoignaient de leurs efforts pour se libérer. Une rage folle s'empara de moi quand je me sentis ainsi captif. Une rage plus forte que la terreur, me laissant incapable de la moindre réflexion. Je fis exactement le contraire de ce que me conseillait la raison, c'est-à-dire que je me débattais d'une manière parfaitement désordonnée, ce qui eut pour résultat de resserrer les mailles autour de mon corps. Je fus finalement si bien ligoté que je dus me tenir coi à la merci des singes que j'entendais approcher.